Israël poursuit ses frappes dans le nord de la bande de Gaza. Selon la défense civile palestinienne contrôlée par le Hamas, les attaques auraient également ciblé l'hôpital Al-Aouda. Le gouvernement américain interdit à Harvard d'accueillir des étudiants internationaux à partir de la rentrée 2025. Washington veut ainsi lutter contre un environnement de violence sur le campus. Israël a appelé à de nouvelles évacuations dans le nord de la bande de Gaza où il poursuit ses bombardements, malgré les critiques internationales croissantes sur l'intensification de son offensive dans le territoire palestinien. Selon la défense civile palestinienne contrôlée par le Hamas, au moins 107 Gazaouis ont été tués au cours de ces 24 dernières heures et plusieurs bâtiments dont l'hôpital Al-Aouda, l'un des 2 derniers hôpitaux ouverts dans le nord de l'enclave, ont été touchés par les frappes. Le personnel de l'hôpital indique que les frappes ont provoqué des incendies et d'importants dégâts aux équipements et aux réservoirs d'eau. De son côté, l'État hébreu nie toute responsabilité dans l'attaque car il ne ciblait pas le bâtiment et promet l'ouverture d'une enquête. Au même moment, les Nations Unies déclarent avoir distribué aux habitants le contenu de 90 camions d'aide humanitaire sur les 200 qui sont arrivés à Gaza ces derniers jours, une quantité insuffisante après près de 2 mois et demi de blocus complet. L'organisation précise que le reste n'est pas encore arrivé au centre de distribution en raison de nouvelles procédures de sécurité mises en place par Israël. L'agence israélienne chargée de superviser les opérations d'aide affirme, elle, que selon ses propres études, il n'y a pas de pénurie de nourriture dans l'enclave. Les frappes israéliennes se sont également étendues au Liban. Plusieurs médias locaux rapportent que des sites proches de la frontière ont été touchés. Israël affirme avoir ciblé des bâtiments et des installations appartenant au Hezbollah afin d'empêcher le groupe de se réarmer. Le Premier ministre libanais a appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il respecte l'accord de cessez-le-feu existant. Cette trêve, établie entre les 2 pays en novembre dernier, est violée quasi quotidiennement par Israël, selon Beyrouth. Le principal suspect du meurtre de 2 employés de l'ambassade d'Israël à Washington a été inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de meurtre de fonctionnaires étrangers. L'homme, identifié par la police comme Elias Rodriguez, 31 ans et originaire de Chicago, a été placé en détention. La justice a fixé une nouvelle audience à la mi-juin. L'attaque est survenue mercredi dans la soirée près du Capitol Jewish Museum, situé en plein centre de Washington, non loin du Capitole et de la Maison-Blanche. Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont tous 2 dénoncé une agression antisémite. Nouvelle escalade dans la guerre ouverte entre l'administration de Donald Trump et les élites universitaires américaines. Le gouvernement a interdit à Harvard d'accueillir des étudiants internationaux à partir de la rentrée 2025-2026. Cette décision a été officialisée ce jeudi par la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, qui affirme ainsi lutter contre un environnement de violence et d'antisémitisme qui s'est développé sur le campus. We have an interest as a nation, as President Trump has spoken to quite often, that we have an interest as a nation for these universities that are supposed to be the gold standard to actually deliver people who are educated and can function in society and on campuses that encourage a learning environment as opposed to one of left-wing activism. L'université dispose de 72 heures pour transmettre les données exigées par le gouvernement si elle souhaite voir la sanction levée. Harvard, qui accueille près de 6700 étudiants internationaux, soit 27% de ses effectifs, dénonce une attaque politique et a déclaré qu'elle s'efforçait de fournir des conseils aux étudiants. La ministre de la Sécurité intérieure accuse également l'université de se coordonner avec le Parti communiste chinois sur son campus. Selon elle, plusieurs membres d'une organisation paramilitaire chinoise ont été formés à Harvard ces dernières années. Le camp républicain reproche plus généralement aux grandes universités américaines de promouvoir des idées de gauche jugées trop progressistes. Les associations de défense des libertés individuelles y voient, elles, une offensive contre la liberté d'expression. L'Ukraine a soumis à la Russie une liste de prisonniers de guerre en vue d'un échange selon le principe 1000 pour 1000. Volodymyr Labouzov, l'un des défenseurs de Mariupol, a passé près de 10 mois en captivité en 2022. Dans une interview accordée à Euronews, il dit espérer que l'échange ait bien lieu, mais aussi que les civils ukrainiens retenus en Russie puissent rentrer chez eux. Російська Федерація захопила в полон не лише військовослужбовців, не лише
воїнів, захисників, а також і цивільних громадян, зокрема і дуже багато дітей були депортовані в Росію з окупованих територій, і які мають бути повернуті без жодних умов, без жодних домовленостей. Тому так, 1000 на 1000 – це добре, але це добре, якщо це виключно буде стосуватися військовослужбовців. Selon le procureur général ukrainien, 9 prisonniers de guerre sur 10 sont soumis à la torture et autres mauvais traitements en captivité en Russie. Volodymyr Labouzov a lui-même été torturé dans les prisons russes. Il demande à l'Europe d'accroître la pression sur la Russie pour qu'elle restitue tous les prisonniers ukrainiens et affirme que l'Occident ne comprend pas pleinement les intentions de Moscou dans sa guerre en Ukraine. Під час мого перебування в полоні, під час одного з допитів, ці кати, які проводили допитувальні дії наді мною, вони пропонували співпрацю. Мета була одна – приєднуйся до нас і разом підемо захоплювати Європу. 90% військовополонених отримують таку пропозицію, але у відкриту ці кати говорять – переходь до нас, звільняємо Україну, йдемо далі на Європу. Le Parlement européen a approuvé une mesure visant à réduire la dépendance de l'Union européenne aux engrais et produits agricoles en provenance de Russie et du Bélarus. Cette initiative poursuit un double objectif, d'une part priver Moscou d'une source majeure de financement de sa guerre en Ukraine et d'autre part renforcer l'autonomie stratégique de l'Union. If the agriculture sector pays for fertilizers, then the money goes to Russian budget directly. And in the last time we observed constantly increasing amounts of buying of Russian fertilizers. And again, this is a second bad thing in this, or important thing, that our agricultural sector became dependent on Russia's fertilizers, and if Russia suddenly interrupts their supplies, so what then? À partir du 1er juillet, les droits de douane sur les engrais russes passeront progressivement de 6,5% à près de 100% sur une période de 3 ans, sous réserve de l'approbation finale des ministres de l'Union européenne. Cette décision suscite de vives inquiétudes parmi les agriculteurs européens. L'instauration des taxes sur les engrais russes va provoquer une inflation sur les engrais à l'intérieur de l'Union européenne, alors que par ailleurs, les agriculteurs européens, au niveau de la vente de leurs produits, sont confrontés plutôt à un marché mondial. Voilà. Donc, vraiment, les conséquences, elles vont se faire ressentir en termes de revenus. Il reste à voir si cette mesure relancera la contestation dans le monde agricole, déjà fortement mobilisé lors de vastes manifestations qui ont traversé l'Europe l'année dernière. À l'époque, les agriculteurs dénonçaient l'accumulation des charges, des normes jugées déconnectées des réalités du terrain et une concurrence étrangère perçue comme déloyale. Après des décennies de conflits diplomatiques, le Royaume-Uni a rétrocédé jeudi l'archipel des Chagos à l'île Maurice. Londres versera désormais 120 millions d'euros par an pour louer la base militaire américano-britannique de Diego Garcia, située sur cet archipel du nord de l'océan Indien. Le Premier ministre britannique Keir Starmer estime que cet accord permettra d'assurer le fonctionnement de cette base stratégique pendant plusieurs générations. Les îles Chagos étaient sous contrôle britannique depuis 1814. En 1965, le Royaume-Uni les a séparés de l'île Maurice, qui est devenue indépendante 3 ans plus tard. Dans les années 60 et 70, Londres a expulsé quelques 2000 personnes pour faire place à la base militaire de Diego Garcia, que les États-Unis ont ensuite utilisée pour mener leurs opérations au Vietnam, en Irak et en Afghanistan. En 2019, la Cour internationale de justice a ordonné au Royaume-Uni de restituer l'archipel des Chagos à l'île Maurice. Pour le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam, l'accord signé jeudi avec Londres complète le processus de décolonisation entamé en 1968. Lors de sa visite à Belgrade, Kaja Kallas a exhorté la Serbie à faire un choix stratégique clair entre l'Est et l'Ouest.
Selon la chef de la diplomatie européenne, ce choix déterminera l'avenir du pays, candidat à l'adhésion à l'UE depuis 2012. From my discussions with Serbian political leadership, it is clear that EU membership remains a strategic goal. However, I want to emphasize that we need to see actions also to prove and support those words. Reforms are how Serbia will advance along its EU path. There are no shortcuts for membership. Real progress must be made here in Belgrade. Bruxelles a fermement condamné la récente visite d'Alexander Vučić à Moscou, où il a assisté au défilé militaire du jour de la victoire. I really don't understand why it is necessary to stand side by side with the person who is conducting this horrible war in Ukraine. And President Vučić was explaining his side of the story. So yes, we had a very extensive discussion about this. Parallèlement, le gouvernement serbe fait face à une forte contestation intérieure, alimentée par 7 mois de manifestations anticorruption menées par des étudiants, déclenchées par la catastrophe de Novi Sad. Kaja Kallas a également rencontré les représentants des étudiants protestataires et a appelé la Serbie à entreprendre des réformes sérieuses pour garantir la liberté des médias, lutter contre la corruption et améliorer le cadre électoral.